Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Imo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition spéciale Les 100 qui font la ville. Les personnalités qui vont nous parler tout d'abord des HLM, comment répondre à la crise du logement. Ensuite, nous verrons comment les gares deviennent des lieux de vie. Et enfin, comment réveiller les 200 milliards d'euros de foncier qui dorment avec les solutions d'une start-up. Smart Imo, c'est tout de suite. Dans Smart Imo, tout de suite, on s'intéresse aux HLM, les habitations à loyer modéré, souvent décriées mais pourtant indispensables, bien sûr, à la construction de la ville. Pour en discuter, on est en compagnie de Valérie Fournier. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice générale de 3F, qui fait partie du groupe Action Logement. Avec vous, justement, on va parler de ce modèle HLM. Alors, est-il en crise ou pas? Vous allez nous le dire. En tout cas, petite précision, vous faites déjà partie des 100 qui font la ville. On vous félicite pour ce titre, en tout cas, cette distinction. C'était il y a quelques semaines, voilà, à l'hôtel Intercontinental. On va parler tout d'abord du groupe 3F, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors le groupe 3F, c'est d'abord une grosse société francilienne, historiquement immobilière 3F, et puis qui est devenue un groupe, 11 sociétés aujourd'hui, plus de 310 000 logements, commerces, foyers, et à peu près un peu plus de 700 000 personnes logées par nous. C'est un groupe national, et en même temps un groupe assez ancien, puisqu'on aura en 2028 100 ans. 100 ans déjà? Oui. Très bien, ben voilà. C'est vrai que ce modèle des HLM, il est parfois critiqué, on voit dans l'actualité, sur l'attribution, sur la mixité qui serait pas assez, justement, les gens n'auraient pas assez de mélange, mais également pour la mobilité du parc. Qu'est-ce que vous répondez à l'ensemble de ces critiques? Alors effectivement, c'est des critiques assez récurrentes. Je pense qu'elles sont liées à deux choses. D'abord, certainement... quelque part des idées préconçues qu'on peut avoir derrière le logement social, et puis je pense aussi une méconnaissance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un secteur extrêmement réglementé, avec beaucoup de règles, que deuxièmement, les attributions, elles se font dans des commissions avec de multi-parties prenantes, que ce soit l'État, que ce soit bien évidemment la collectivité concernée par la résidence, que ce soit Action Logement. Donc en fait, c'est ce travail concerté et en même temps de regard croisé qui permet l'attribution. Nous, l'année dernière, on a fait plus de 26 000 attributions en logement, donc c'est assez conséquent pour notre groupe. Et je crois que les équipes sont engagées justement pour le faire de la manière la plus transparente et la plus réglementée possible. Après, les questions qu'il y a autour de l'attribution, au-delà de savoir comment ça fonctionne, au-delà et sur la mobilité, c'est qu'effectivement aujourd'hui on est en pénurie d'offres. Clairement, il n'y a pas assez de logement social, surtout sur des territoires sur lesquels nous intervenons, qui sont souvent des territoires métropolitains ou tendus, où le déficit de logement social est important. Et c'est vrai que globalement, depuis le Covid, ce qu'on appelle le taux de rotation, c'est-à-dire le fait qu'un logement se libère pour être réattribué, s'est réduit sur l'ensemble de nos territoires, ce qui implique que, bien évidemment, nous gérons plus des priorités que nous ne gérons parfois des demandes de logement. Et c'est vrai que c'est une crise qui s'auto-alimente, parce que quand il y a moins d'offres ou de logements, parce qu'on parle quand même on est en pleine crise immobilière, c'est vrai que le HLM, comme vous disiez, ça se bloque parce que les gens restent, ils ne trouvent pas ailleurs finalement. Exactement. Et oui, c'est bien le problème. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant aussi pour les personnes qui cherchent, parce que souvent on parle de mois, voire d'années d'attente. Alors on sait que bien sûr vous faites le maximum, mais c'est vrai qu'on aimerait évidemment que ça change, que ça soit un peu plus rapide. Oui, ce qu'on essaye de faire en tout cas chez nous, c'est d'être sur l'ensemble du parcours pour essayer de desserrer aussi les contraintes, pour aller vers l'accession à la propriété, vers le logement intermédiaire, et pour permettre aussi de contribuer à ces mobilités résidentielles. Valérie Fournier, vous connaissez parfaitement justement ces problématiques. Vous êtes présidente de la Fédération des ESH. On est dans un contexte, c'est vrai, de pénurie de finances publiques. Et comment on répond aujourd'hui? On sait que les caisses sont vides, et de l'autre côté, on a cette demande de logements sociaux intermédiaires. Équation pas évidente à résoudre. Alors, ce qui est vrai, c'est que les ESH, comme 3F d'ailleurs cette année, ont continué à fortement investir sur les 115 000 logements sociaux qui sont affichés aujourd'hui comme étant le compteur 2025. Les ESH ont fait plus de 70 000 logements, donc elles continuent à faire largement plus d'un logement social sur deux globalement. On est aussi très engagé en matière de réhabilitation. Comment on fait? Je dirais qu'on
La caractéristique du logement social, c'est souvent d'être contracyclique, hein, c'est ce qu'on dit en tout cas, de dire qu'on continue à investir quand le secteur privé est moins en dynamique. Alors on est plus tellement contracyclique pour être honnête, puisque ça fait longtemps qu'on surinvestit. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une conscience qu'aujourd'hui la crise de l'offre est très importante, et en tout cas la détermination est de continuer à faire notre métier et d'essayer de continuer à investir tant dans le neuf que dans la réhabilitation, puisqu'on a des enjeux dans les deux cas. Oui. Enjeu également pour 2026, qui est une année clé, une année d'élection. Quel message on peut faire passer, vous souhaitez faire passer aux élus ? Je leur dirais plusieurs choses. Je pense que d'abord, il faut construire. Parce que construire, c'est aussi permettre... Ça peut avoir l'air comme ça d'être des nuisances et des questions et des problèmes. Mais en fait, fondamentalement, c'est du développement. Et c'est développer leur ville et répondre aussi à des besoins de nouvelles populations. Au-delà de construire, la caractéristique aussi que nous, on a, en tout cas dans le logement social, c'est qu'on est vraiment des acteurs de territoire résilients. C'est-à-dire que nous restons sur les territoires sur lesquels nous avons des résidences, à deux titres. D'abord parce que nous continuons à entretenir bien évidemment nos patrimoines, à les réhabiliter, et puis parce que nous avons des personnels de proximité. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques du logement social. C'est pas difficile de nous trouver, et on est assez souvent au rendez-vous. Et puis l'autre chose aussi qu'on peut leur dire, c'est que derrière le mot logement social, il y a énormément de solutions, et que finalement, le logement social, il répond à qui ? Il répond à la caissière du supermarché, à l'institutrice, à l'infirmière, à plein de gens qui participent, hein, qui sont ces fameux salariés prioritaires qu'on avait beaucoup mis à l'honneur pendant le Covid. Ben, c'est ça, en fait, le peuplement du logement social, et c'est ça aussi qui fait la ville. Tiens, un retour sur 2025 pour 3F. Quels ont été vos principaux projets ? Est-ce qu'il y en a emblématiques ? Où est-ce que vous avez construit ? Où est-ce que ça s'est développé ? Alors, on a effectivement, on n'a pas encore fini tout à fait nos comptes, mais on est à plus de 10 000 logements mis en chantier cette année, plus de 10 000 agréés, comme je l'ai dit, 26 000 attributions. Donc, effectivement, une activité d'investissement forte. Je pense que cette année, on a essayé de faire, en tout cas, je verrai deux choses. D'une part, on a fait un concours avec des écoles d'architectes qui s'appelle le concours Confort 2050. L'idée, c'était de travailler avec les architectes pour se demander, par rapport à des bâtis très différents et des territoires très différents, comment aller vivre nos résidences en 2050, alors que ce soit des résidences en maison individuelle, des transformations de bureaux-logements ou des résidences très classiques des années 70. Ça, c'était un grand événement qui nous a permis de participer à la Biennale de Venise et de Versailles. Et puis, on a aussi on est depuis longtemps engagé dans la question de la transformation des bureaux en logements. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais on a plus de 2000 logements qui sont déjà des transformations de bureaux en logements. Et cette année, on en a fait livrer à la Selle Saint-Cloud, et on a, je dirais comme projet emblématique, une transformation de l'ancien siège de la Société Générale, qui est un immeuble Niemeyer, donc qui en plus est un objet architectural en tant que tel, et qui va devenir demain un immeuble de logement avec des balcons, avec une réorganisation complète de cet immeuble qui, à la base, était un immeuble de bureau. Et puis, un mot d'actualité, notamment sur votre nouveau siège social, 3F, qui sera dans le 13e. Exactement, dans le 13e, qui est notre quartier historique. On part du 13e pour aller dans le 13e. Je pense, c'est un nouveau siège à notre image. D'abord, c'est effectivement là aussi une transformation. On a acheté des bureaux existants et on les réhabilite pour les rendre les plus environnementalement, en tout cas en respectant le plus la réglementation environnementale. Et puis l'objectif, c'était de rassembler l'ensemble des équipes 3F qui sont sur Paris, y compris l'agence qui est dans le 19e aujourd'hui, qui est l'agence parisienne, parce que c'était important pour nous d'avoir aussi des locataires qui viennent au siège et d'avoir ce lien entre les fonctions parfois à siège qui peuvent être éloignées, entre guillemets, de la proximité et nos locataires. Et ben voilà, nouveau siège social de 3F, donc dans le 13e arrondissement. Merci Valérie Fournier. Je rappelle que vous êtes directrice générale de 3F, Groupe Action Logement, et donc vous faites partie des 100 qui font la ville. On vous remercie et on vous félicite. À très bientôt sur Smart Imo.
Et tout de suite dans Smart Imo, on s'intéresse aux gares qui deviennent des lieux de vie. Pour en discuter, on est en compagnie d'une experte, Émilie Ergotte. Bonjour. Bonjour. Émilie, vous êtes directrice conception et réalisation du groupe AREP. Et avec vous, on va voir justement comment ces gares se transforment, comment on les vit au quotidien, comment effectivement elles évoluent. Elles sont soit au cœur de nos villes, soit en dehors. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter AREP, le groupe AREP ? Avec plaisir. Donc, AREP est une agence pluridisciplinaire, filiale de SNCF Gare et Connexion, qui regroupe des métiers de la maîtrise d'œuvre à différentes échelles, depuis celle du mobilier à celle du grand territoire, en passant bien sûr par l'échelle du bâti, et donc celle des gares en particulier, et également des métiers de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dont la programmation. Donc, AREP, cela signifie architecture, recherche, engagement, post-carbone. Oui. Ça signifie que les 1000 collaborateurs à peu près qui aujourd'hui œuvrent dans le groupe ont une mission commune d'inventer ce futur post-carbone désirable. Oui. Donc nous intervenons sur des gares, bien sûr, mais on peut dire plus généralement sur les lieux de la mobilité. Donc ça peut être des objets comme des sites de maintenance et de remisage, de trains ou de trams. Ça peut être des pôles d'échange multimodaux, des gares maritimes, des centres bus. Et on s'appuie pour cela régulièrement sur AREP Architecte, qui est l'agence d'architecture filiale du groupe. Et donc je suis également heureuse architecte associée d'AREP Architecte. D'accord. C'est vrai que vous intervenez sur des sites qui sont déjà en exploitation, souvent anciens, souvent contraints. Sur le terrain, justement, comment est-ce qu'on transforme concrètement une gare ou un centre de maintenance, vous nous en parlez à l'instant, sans justement arrêter complètement l'activité ou dénaturer l'existant ? Alors nous travaillons en effet majoritairement sur du bâti existant qu'il s'agit de transformer, parfois d'étendre, d'agrandir pour qu'il s'adapte à des usages qui évoluent. Donc c'est le cas d'ailleurs pour de plus en plus de confrères. Vous receviez tout à l'heure la directrice générale du CNOA. Et donc on sait que ça demande des compétences techniques, scientifiques, parfois sociologiques. Donc alors évidemment la question de la continuité de l'exploitation est essentielle. Elle demande, on peut dire, une grande préparation dans le phasage des travaux. C'est évidemment plus simple quand on a l'opportunité de fermer un site pour faire les travaux. C'est d'ailleurs le choix tout à fait rationnel qui a fait le Centre Pompidou, qui a fermé 5 ans pour travaux. Nous, alors je peux citer une opération récente qui est celle de la transformation de la gare de Lyon-Part-Dieu, qui s'est étalé de 2018 à la toute fin d'année dernière. Donc de nombreuses années Je pense que les Lyonnais ont l'impression que ça dure un siècle, cette opération. Oui, c'est possible. Et j'espère qu'ils ont vu aussi que la gare est restée en parfait fonctionnement, tout à fait fonctionnel. Parce qu'en fait, ce sont près de 60 millions de voyageurs et visiteurs qui ont continué et continuent aujourd'hui dans une gare toute neuve à visiter les lieux. Donc ça passe très simplement par déjà la création d'accès temporaires, par des opérations de tiroirs pour reloger certaines fonctions, par la prise et la libération d'emprises de chantier, parfois plusieurs fois dans l'année, par le déploiement aussi d'une signalétique adaptée pour que tout le monde s'y retrouve, et donc signalétique agile. Et donc quand on a un doute sur le capacitaire de certains espaces, on peut s'appuyer sur des simulations dynamiques de flux. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, de ne pas dénaturer l'existant, alors je pourrais dire qu'on se donne même l'ambition immodeste de, quand c'est possible, rajouter un supplément d'émotion à ces lieux. En fait, les lieux sur lesquels on intervient, ils sont très intensément vécus, et c'est aussi notre responsabilité de créer un attachement pour ces lieux, et ça passe par l'émotion qu'on y trouve. Alors, il nous arrive régulièrement de restaurer des bâtiments dans toute leur qualité patrimoniale. On vient de le faire pour la gare d'Ivry-sur-Seine, et bientôt, par exemple, pour la gare de Culose. Mais il s'agit plus souvent de créer de nouveaux espaces qui dialoguent avec l'existant, mais dans une grammaire contemporaine. Donc je peux citer par exemple la halle à vélo de Paris-Nord, qui a été inaugurée pour les JO 2024. On retrouve la même trame structurelle que la grande halle voyageur toute proche, qui a été conçue par Itorf, ainsi que l'angle du faîtage, qui est le même que celle des grandes halles, et des matériaux plus contemporains, comme le bois, ont été utilisés, ainsi que des panneaux photovoltaïques déployés.
Donc c'est ça, ce dialogue entre histoire et enjeux contemporains. J'ajouterai pour terminer qu'un enjeu tout particulier, bien sûr, c'est d'adapter ce patrimoine aux enjeux du siècle, du 21e siècle, donc à la fois atténuation et adaptation aux effets du changement climatique. D'ailleurs, vous parlez des gares, vous les décrivez comme les centres-villes du 21e siècle. Alors bien sûr pour les gares de centre-ville, sauf qu'il n'y a pas que des gares de centre-ville. Voilà, tout à fait. Alors les gares, en fait, il y a différentes typologies de gares, on peut dire. Donc, en effet, on peut penser aux grands hubs. Je citais la gare de Lyon-Part-Dieu ou les grandes gares parisiennes. Mais on a aussi des haltes périurbaines. On en déploie d'ailleurs plusieurs actuellement dans le cadre des Serm. Et puis, on peut penser aussi aux gares de mass transit en Île-de-France. Donc très concrètement, il s'agit toujours de s'adapter aux attentes de l'usager, qu'il faut capter le plus précisément possible, amener le type de service qui est attendu. Donc ça peut être du commerce, comme ceux qu'on trouve dans les grandes gares, ou du commerce du quotidien, typiquement pour les gares de mass transit. Ça peut passer aussi par, évidemment, des espaces d'attente intérieurs les plus confortables possibles, extérieurs parfois aussi, et puis ça peut être tout simplement ces aménagements extérieurs qui sont attendus, du parking vélo, du parking voiture, de la borne de recharge électrique. Vous utilisez pour transformer ces gares, entre autres, la méthode environnementale EMC2B. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors EMC2B, cela signifie énergie, matière, carbone, climat et biodiversité. C'est notre méthode pour nous assurer que nous approchons l'ensemble des enjeux environnementaux de la manière la plus exhaustive possible dans le cadre de toutes nos missions. Donc c'est une démarche, un cadre d'analyse qui est partagé par l'ensemble des collaborateurs du groupe, qu'ils soient en AMO ou en maîtrise d'œuvre. C'est donc une méthode qui se déploie avec des outils, mais aussi des métriques pour s'assurer que, in fine, les intentions de projet portent bien leurs fruits. Donc réemployer, c'est déjà en fait préférer d'adapter un bâti existant à des usages qui évoluent plutôt que de démolir et reconstruire. Alors parfois c'est une évidence parce que justement la qualité de l'architecture fait que des attachements forts ont été établis et parfois c'est plus délicat. Alors nos équipes de programmation, elles sont parfaitement à l'aise avec l'exercice. Elles l'ont proposé dans différentes configurations, y compris pour des maîtres d'ouvrage hors SNCF. On le propose aussi régulièrement en tant que maître d'œuvre, sans toujours parvenir tout à fait à convaincre le client. Parce que c'est pour la maîtrise d'ouvrage, évidemment, faire du neuf, c'est mieux maîtriser son chantier. C'est asseoir une marque bien visible de l'intervention. Et puis, c'est parfois aussi se défaire d'un héritage pesant ou mal aimé. Alors, à nous de montrer que l'émotion, justement, peut réenchanter les lieux. Dans ce travail, la métrique économique est souvent un bon allié. Faire moins, c'est évidemment dépenser moins, à la fois en euros et en carbone. Donc on a quelques ratios intéressants d'investissement rapportés à l'usager qui permettent de challenger un peu les ambitions. Alors je pense par exemple à la gare SNCF de Versailles-Chantier, où on a été amené finalement à retravailler avec la maîtrise d'ouvrage le programme, en démontrant qu'une passerelle complémentaire d'accès n'était pas nécessaire au regard de l'intensité de passage qui était prévue par nos simulations et du coût de cet ouvrage. Ou alors, tout récemment, on a questionné la pertinence de réaliser un parking de grande capacité pour une gare parce que le prix à la place à cet endroit-là n'était pas du bon ordre de grandeur. D'accord. Oui, c'est intéressant aussi bien sûr, de mesurer effectivement les flux avant, après, de simuler. Je crois que vous utilisez pas mal d'outils de simulation pour ce faire. Voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur l'activité du groupe AREP. Je rappelle, Émilie Ergotte, que vous faites partie depuis peu des 100 qui font la ville. Je vous félicite pour cette distinction. Merci. Voilà, c'était il y a quelques semaines à l'hôtel Intercontinental. Merci Émilie Ergotte. Je rappelle que vous êtes directrice conception-réalisation du groupe AREP et à très bientôt dans Smart Immo. Merci à vous. Il y aura en France 200 milliards d'euros de foncier dormant. Comment peut-on le réveiller ? C'est la question qu'on va poser à notre invité, Elias Antoine Chebak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Pure, qu'on va découvrir dans quelques instants. Et puis je précise également que vous faites partie des 100 qui font la ville. On a eu le classement il y a quelques semaines. Donc félicitations pour cette distinction. On démarre avec Pure. Alors même si c'est pas votre sujet de base, c'est un projet que vous avez lancé il y a quelques temps. Expliquez-nous. Ah, merci pour l'invitation. Pure, c'est une start-up qui a décidé de s'intéresser à la ville de demain, donc à la valorisation du foncier. Vous avez parlé des 200 milliards d'euros de foncier non utilisés. Il faut savoir qu'en France, les collectivités territoriales, donc
majorité des acteurs publics sur le territoire, possèdent 1900 milliards d'euros de foncier qu'ils utilisent principalement, sauf 10%. Donc vous avez environ 200 milliards d'euros de foncier qui n'a pas d'attribution, pas d'utilisation et pas de projet. Nous, avec notre outil, on dit accompagnons les acteurs publics, accompagnons les acteurs du territoire et regardons ensemble ce qu'on peut faire de ce foncier. Dans une période où l'argent public se fait rare, on propose un moyen de rapporter de l'argent public aux acteurs publics. L'action, c'est vrai que l'argent public se fait rare, mais également le foncier. On sait qu'avec ces contraintes environnementales, avec le ZAN, c'est vrai que c'est une ressource extrêmement précieuse. On est même frappé par ces chiffres que vous nous donnez. 10% à peu près des 1900, effectivement, 200 milliards d'euros de foncier dormant, ça paraît énorme. Alors, ce ne sont pas nos chiffres, hein, ce sont les services de l'État. Ça paraît énorme et à la fois ça paraît normal. Si vous voulez, la difficulté, c'est pas tant pour les acteurs publics de vouloir agir que de savoir comment agir, comment décider, comment prendre position, comment faire face à la réglementation qui augmente, on va parler de pression politique ou pression des habitants. Comment est-ce qu'on fait dans un monde complexe pour travailler sa ville, pour l'améliorer, la transformer? Face à ça, vous avez des acteurs, les élus et les services qui sont très compétents, qui sont pleins de bonne volonté. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un outil qui peut permettre de le faciliter. Donc, venez avec nous, on vous présente Pure, on vous présente son fonctionnement, sa manière de cartographier, sa manière de mettre en avant à la fois la donnée, la transformation et la mise en relation avec un acteur public ou privé qui peut financer, cofinancer ou transformer. Elias Antoine, vous n'avez pas toujours été start-upper. Votre parcours mêle engagement public, direction d'entreprise dans le secteur immobilier. En quoi est-ce que ça vous aide aujourd'hui d'être passé par ces différentes casquettes? Alors, l'intérêt pour moi, c'est la compréhension de la décision publique. Comme vous le dites, j'ai été élu, j'ai été collaborateur politique, j'ai été dirigeant d'entreprise dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai créé une start-up. Ce qui m'intéresse dans mon métier, dans mon positionnement, c'est de dire j'ai été à peu près de chaque côté de la table. Ce qu'on veut faire avec Pure, c'est proposer un outil, un tiers de confiance neutre qui permet aux acteurs, quelle que soit leur place sur la table, de regarder objectivement une situation et de décider en leur âme et conscience sans sentir la pression d'un tiers qui aurait un intérêt à. Je dis toujours, je ne gagne pas 1 euro de plus que l'on fasse un étage de plus ou de moins. Je ne gagne pas 1 euro de plus que l'on fasse 3, 4 ou 5 projets. La seule chose qu'on propose, c'est l'outil qui permet de regarder, d'objectiver, de proposer. La décision, ce sera jamais la nôtre. Très bien. Concrètement, justement, comment une collectivité locale va-t-elle utiliser votre solution Pure? En pratique, au quotidien, une collectivité, par exemple, pour parler de l'acteur public, on parlera de l'acteur privé ensuite, comment est-ce qu'ils utilisent Pure? Ils se connectent au logiciel et à partir du moment où ils disent qu'est-ce qu'on va faire de ce foncier, comment est-ce qu'on peut transformer le cœur de ville, est-ce qu'on peut rénover des bâtiments, est-ce qu'on a une vision pour un morceau de ville, et à partir de ce moment-là, on va regarder sur l'outil grand 1, accès à la donnée, accès à la ville, accès à la cartographie. Je vois où est mon PLU, qu'est-ce que fait ma zone, quelles sont les parcelles qui m'appartiennent, qui appartiennent aux acteurs publics, qui appartiennent aux acteurs privés, quelles sont les entreprises, quelles sont les données socio, démo, éco. Et à partir de tout ça, notre intelligence artificielle, qu'on fait tourner sur du Made in France parce qu'on essaie d'être souverain, à partir de tout ça, on va imaginer un projet. Un projet, c'est que très vite, vous allez voir quelles sont les règles du PLU qui opèrent sur cet endroit. Quelle est l'emprise? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme nombre de logements? Vous rappelez effectivement que vous avez écrit un PLU, mais là, vous l'avez directement en un quart de seconde, vous voyez tout. D'accord, en clair, on a un mapping, c'est-à-dire une cartographie très claire de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire entre acteurs publics et acteurs privés. On a un mapping de ce qu'on peut faire, on a un mapping de ce qu'on pourrait faire, on a un bilan économique qui vous donne une idée des chiffres, à partir de quand votre projet peut être cohérent pour que la collectivité investisse ou pour qu'un acteur privé investisse. Vous avez la réalité des chiffres, la réalité du projet, et ensuite vous n'avez plus qu'à décider en votre âme et conscience devant les bonnes données et devant la bonne possibilité de rendre la ville plus durable, plus vivable et plus agréable pour ses habitants. Elias Antoine Shebak, on est à quelques semaines des élections municipales. Une année électorale, c'est jamais évident pour lancer des travaux. Est-ce que pour vous, ça complique également le développement de votre structure? Alors oui,
et c'est compréhensible. Pendant 6 semaines, vous avez des candidats qui doivent parler à leurs électeurs. Et nous, on trouve que c'est le jeu démocratique, que c'est très bien et que ça fait partie de nos valeurs. Donc on l'accepte. Ça nous permet de travailler dans notre coin, de préparer. Techniquement, nous, ce qu'on prépare, c'est le lancement d'une nouvelle version. Ce qu'on prépare, c'est les nouveaux documents d'information pour les maires nouvellement élus ou réélus. Donc oui, c'est plus compliqué pendant une période électorale, mais ça fait partie de la démocratie, du jeu démocratique, et nous, on n'a aucun problème avec ça. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une commune qui utilise déjà votre solution ? Alors j'en ai 2. J'ai celui d'une commune dans le nord de l'Île-de-France, une trentaine de milliers d'habitants. La première idée, c'était de dire, on a un métro qui arrive. Comment est-ce qu'avec toutes les données, avec toute la prise d'informations grâce à l'outil, on va regarder les conséquences sur le prix du foncier, ça nous rapproche des hôpitaux, du cœur de la ville de Paris, des universités. Qu'est-ce que ça change concrètement sur notre territoire? Donc ce que ça va nous amener à penser en termes de nouveaux quartiers, de nouveaux logements et de prix du foncier, valorisation foncière, on en revient toujours là, sachant que c'est une ville qui a une politique qui consiste à acheter beaucoup de foncier. Donc aujourd'hui, c'est comment elle peut revaloriser ce qu'elle a fait. Et un deuxième exemple, c'est dans le sud de l'Île-de-France, cette fois, toujours pareil, on est à 26 000 habitants. C'est une ville qui m'a dit, voilà, j'ai une friche, ça fait 10 ans qu'on a cette friche, elle appartenait à un ministère par le passé. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On a regardé avec eux et c'est ce qu'on appelle notre POC, puisque c'est vraiment notre premier projet qui allait de A à Z. On a regardé ensemble, on en a déduit un projet, un intérêt général et économique, et on a même un acteur aujourd'hui privé qui est prêt, qui a dit à la ville, moi je suis prêt à faire ça. Donc on aura à la fois des médecins, on aura du logement, on aura un parc, on aura un parcours sportif. Tout est sur la table. Il ne reste plus que la prise de décision, mais encore une fois, la prise de décision, elle appartient au maire et jamais à Pure. Justement, on parle de votre société à horizon 2026 et au-delà. Comment vous voyez le développement? Alors, pour nous, 2026, c'est une grande année parce que on a une première version en ligne. Jusqu'à maintenant, c'était une version digitale qu'on utilisait avec les clients. Aujourd'hui, on a une version en ligne, c'est une version bêta. Et d'ici la fin du premier trimestre, on aura une version totalement en ligne. Vous taperez pure-solution.fr et vous accéderez directement au logiciel. Ça, pour nous, c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle une nouveauté. Ensuite, on a un objectif qui est d'avoir une centaine de collectivités à nos côtés. Donc, c'est beaucoup de travail, mais on y croit énormément. On pense qu'on peut y arriver. Et à côté de ça, on a eu de plus en plus un intérêt croissant des acteurs privés que nous allons adresser dans les prochains mois également. Ils nous disent, OK, vous avez vos collectivités, on aime bien votre outil, on sait comment l'utiliser de notre côté. Donc à terme, Pure, ça a vocation à devenir un outil de confiance qui permet de mieux aligner intérêt général, capacité d'investissement, acteurs publics et acteurs privés. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur votre start-up, Pure. Donc, Elias Antoine Chebac, vous êtes le président fondateur. Je rappelle que vous êtes également incubé à Station F. Bravo en tout cas, et bravo pour faire partie des 100 qui font la ville pour cette année. Merci à vous. Cette édition de Smart Imo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition.